Bonjour à tous, partir vivre à Genève, il y a plein de raisons de le faire, hein. Il y a le bon air, il y a la montagne qui est évidemment très proche, il y a d'évidentes raisons fiscales, et puis il y a aussi d'autres raisons dont on parle moins, mais qui sont partie prenante dans la décision qui a été prise par celui qui va passer une demi-heure avec nous depuis Genève. Il est le French Boss de la semaine. Éric Chany, bonjour. Bonjour Eric et merci pour l'invitation. Ah ben, c'est un plaisir. Derrière moi, comment on appelle ça quand il s'agit d'un lac? On appelle ça la baie, on appelle ça la rade, et il s'agit du lac Léman, quoi, du lac de Genève. Oui, alors ça va être la rade hein, dans ce cas précis. Et comme les Genevois aiment le dire, probablement la plus belle rade du monde, hein. Racontez-moi, j'ai dit, Éric, que vous aviez plusieurs motivations quand vous étiez parti vivre à Genève. C'était il y a 11 ans maintenant, hein. Vous me dites hein, si je me trompe, hein, ce sera plus simple. Euh, Racontez-moi l'ensemble de vos motivations, indépendamment effectivement des motivations de montagne et de bon air, auxquelles vous souscrivez, je pense quand même. Absolument. Donc effectivement, je suis parti vivre à Genève il y a 11 ans en fait, hein, bon, suite à un souhait en fait de changement à la fois personnel et professionnel. Donc à l'époque, j'ai eu une opportunité en fait dans une multinationale du monde pharmaceutique, hein. Et je souhaitais, en fait, bon, mon fils étant à Toulouse à cette époque-là, je souhaitais être à 1 heure à peu près d'avion de Toulouse. Et donc, j'avais regardé un certain nombre de villes comme Londres, Rome, Barcelone. Et puis, un jour, un cabinet de recrutement m'a appelé, m'a dit, je pense que j'ai un poste pour vous, pour prendre la direction de l'innovation, en fait, des dispositifs médicaux au sein de cette société pharmaceutique. Et ils m'ont signalé que c'était à Genève. Et donc, c'était une ville, effectivement, en bonne personne du sud-ouest que je ne connaissais pas vraiment. Et donc, j'ai de suite fait travailler un petit peu Google et puis mes relations pour savoir un petit peu ce que pouvait être Genève, à la fois au niveau professionnel et au niveau personnel. Et en fait, j'ai découvert Genève, j'aime bien l'appeler en fait une petite grande ville, si vous voulez, parce que c'est à la fois des dimensions extrêmement réduites. Bon, Genève, c'est probablement 400, 500 000 habitants. Donc, c'est une petite ville, mais qui a tout d'une grande, si on peut dire, hein, avec un nombre incroyable d'organisations internationales, hein, l'Organisation du commerce, les Nations unies, l'Organisation météorologique mondiale, etc. Et puis, vraisemblablement, un nombre incroyable aussi de nationalités, hein. C'est-à-dire qu'en se promenant dans les rues à Genève, on entend à peu près toutes les langues, hein. Donc, bien sûr, la langue officielle reste le français pour les Genevois, mais dans la rue, effectivement, on entend tout type de conversation. Donc, cet aspect un petit peu international, et puis cet aspect relativement riche, hein, pour une ville moyenne m'ont aussi extrêmement plu. Et donc, j'ai décidé un petit peu de donner suite et de rejoindre cette société. Bon, à l'époque, c'était ensuite le siège européen. Donc, la société elle-même était extrêmement internationale et combinait beaucoup je dirais, de métiers différents, que ce soit la recherche et développement, le marketing, le commercial, etc. Donc, quand on fait un petit peu je dirais, le bilan des plus et des moins, bah, effectivement, le transfert semblait très, très indiqué, on va dire. Voilà, voilà. Et Eric, et pour illustrer tout ce que vous venez de raconter, notamment sur la très grande diversité qu'il y a et qu'on ressent quand on se promène dans les rues de Genève, je citerai juste un chiffre. Il y a 40% d'étrangers qui habitent à Genève, ce qui est considérable. Éric, on va parler de vous parce que vous avez quand même un sacré parcours, hein, et c'est vous qui allez me le raconter. Vous êtes à l'origine ingénieur et puis après vous avez fait des études de marketing, puis des études de finance. En caricaturant, en schématisant, je dirais que tout petit déjà se dessinait le profil d'un futur entrepreneur qui voulait tout savoir avant de lancer sa boîte. Racontez-moi un peu votre histoire, Éric.
Oui, donc bon, vous avez bien résumé la partie un petit peu sur le profil et l'éducation. Donc effectivement, des grandes écoles d'ingénieurs en France, à Bordeaux, en électronique, suivi par un MBA en marketing et finance, donc aussi à Bordeaux. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que ma première société, en fait, donc j'étais le premier employé en fait d'une société à l'époque à Toulouse, avant qu'on connaisse le nom start-up, hein, puisque ça s'appelait à l'époque très petites entreprises. Il n'y avait pas encore le mot start-up en fait qui existait dans le langage courant. Donc effectivement, j'ai débuté dans cette société-là et qui était extrêmement innovante puisque le produit en fait était ce que l'on appelait à l'époque un nez électronique, donc en fait un analyseur de gaz et d'odeur. Et donc aussi, on utilisait déjà ce qui maintenant est devenu l'intelligence artificielle et les réseaux neuronaux, donc vraiment des techniques un petit peu de pointe. Et je parle de ça, on est là en 1993, donc il y a pas loin de 30 ans maintenant. Donc effectivement, on avait déjà des dispositifs d'intelligence artificielle, des dispositifs de communication sans fil, etc. Et j'ai eu la chance, en fait, dans cette société, bon, d'être effectivement je crois, le premier ou le deuxième employé en CDI, on va dire, à l'époque. Et la société a grossi jusqu'à une centaine de personnes avec une introduction, en fait, sur le nouveau marché de la Bourse de Paris. Donc, on était aussi une des premières, je dirais, sociétés start-up, hein, à l'époque, en 1998, à faire ce pas vers les marchés boursiers, et ce qui maintenant en fait est anglicisé aussi avec le terme de IPO, quoi, hein. Et en 1998, on était avant en fait l'ère Internet et le boom Internet. Donc c'est vrai qu'on a connu à travers cette société-là un petit peu toute cette effervescence autour des nouvelles technologies, de l'Internet, de l'intelligence artificielle, etc. Donc, je crois que ça a aussi permis de formater un petit peu mon goût pour l'entrepreneuriat et pour le souhait en fait de créer et d'apporter en fait de nouveaux produits ou de nouveaux services dans une industrie donnée. Voilà. Et donc suite à ces 12 années-là, j'ai ensuite basculé sur le domaine de la santé en fait et sur le domaine des dispositifs médicaux. Là, avec une société familiale en fait de taille moyenne, donc à peu près 200 personnes, et un fondateur aussi, donc une société qui était encore dans les mains de son fondateur d'origine et qui avait une volonté aussi d'apporter de l'innovation à des produits extrêmement traditionnels dans le domaine de la santé. Donc là, j'ai mis en place toute une équipe de développement justement pour amener en fait des technologies type biocapteur, des technologies à l'époque aussi de la neurotechnologie, et un petit peu moderniser la gamme de produits de cette société-là. Et ensuite arrive l'aventure genevoise. Voilà. Alors, on va en parler, bien sûr. On va consacrer une large partie de cette émission qui s'appelle French Boss, hein, qui est consacrée aux entrepreneurs français à l'étranger. Vous êtes un entrepreneur français à l'étranger. On va en parler tout à l'heure. On va parler de la société que vous avez créée récemment. Mais je me pose une question en vous entendant, Eric. Aujourd'hui, vous diriez que vous êtes quoi comme métier? Quel est votre métier? Euh, je pense que je peux me définir comme un créateur de nouveaux produits, en fait. Vraiment un innovateur et créateur de nouveaux produits, et certainement pour améliorer, en fait, aujourd'hui la vie de patients. Je crois qu'aujourd'hui, je suis extrêmement centré sur ce monde de la santé. Et donc vraiment, c'est apporter une nouvelle valeur à des patients à travers des produits innovants. Donc c'est plus une mission qu'un métier, on va dire, mais je crois que je le définirais comme ça. Et puis après, dans l'entrepreneuriat, je crois qu'on fait un petit peu tous les métiers, bon, surtout quand on démarre une activité et une nouvelle société. On est à la fois aux opérations, à la vente, aux finances pour effectivement assurer le financement de la société et puis au développement des produits. Donc, je définirais plus mon métier par rapport à la mission qui est effectivement d'améliorer la condition des patients dans certaines
pour certaines maladies, en fait, au travers de produits innovants. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez créé votre société. Alors, on a un petit peu discuté hors antenne, vous m'avez un petit peu expliqué de quoi il s'agissait. Si je résume ce que vous avez fait, votre bébé, Eric, si je dis que vous avez créé une société qui met la technologie au service de la pharmacie, au service de la santé, est-ce que je me trompe et deuxième volet de la question, c'est formidable d'avoir réussi à marier ces deux secteurs. Voilà. Alors, après, effectivement, donc j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'industrie pharmaceutique et donc depuis 2 ans, j'ai rejoint une structure, donc c'est une fondation caritative, en fait, not for profit, hein, qui a pour vocation, en fait, d'accélérer des neurotechnologies pour améliorer, comme on disait, la vie des patients. Et donc, il y avait une opportunité. Donc, le projet EPIOS, hein, c'est aussi le nom de la société. Le projet EPIOS est né il y a déjà 5 ans. Et donc, nous avons créé la société avec 2 cofondateurs, donc un cofondateur médecin et un autre cofondateur qui est plus sur l'aspect technologique, pour justement transférer cette technologie et l'amener aux patients. Donc, on est un peu loin là de la partie, je dirais, pharmaceutique et molécules, puisque notre dispositif, en fait, consiste à mesurer l'activité cérébrale, en fait, avec un dispositif que l'on va venir glisser simplement sous la peau. Et donc, ce dispositif, parce qu'il est capable de mesurer l'activité du cerveau sur une durée longue, donc aux environs de 2 années, ce dispositif va nous permettre de mesurer, par exemple en épilepsie, en fait, l'origine des crises épileptiques, la fréquence des crises épileptiques. Et donc, en ayant accès à ces mesures cérébrales, on va être capable d'améliorer en fait le traitement, de recommander aux patients la bonne molécule avec le bon dosage et aussi éventuellement pouvoir le prévenir, par exemple, de la survenue d'une crise dans les jours prochains. Donc, ce dispositif, en fait, notre première indication, c'est effectivement pour l'épilepsie, mais il y a des possibilités d'utilisation dans tout type de maladies, en fait, de troubles cérébraux. Donc, on peut parler du tinnitus, on peut parler des accidents vasculaires cérébraux, de tous les désordres et les troubles du sommeil. Donc, il y a une application qui est extrêmement large. Et je dirais les neurotechnologies, hein, bon, essentiellement grâce à Elon Musk et sa société Neuralink, en fait, depuis 2 ans, commence à avoir une vision grand public et donc de plus en plus à la fois d'investisseurs et de plus en plus de citoyens, en fait, s'intéressent à quel va être le futur de ces neurotechnologies et comment on va arriver à mieux comprendre, en fait, le cerveau, en quelque sorte. Hein, parce que on est capable d'explorer l'univers à des millions d'années-lumière et on ne sait pas exactement ce qui se passe 2 centimètres sous le crâne. Donc, je crois que c'est certainement un énorme challenge dans les années à venir, c'est-à-dire comprendre comment fonctionne ce cerveau-là, comprendre comment on va pouvoir effectivement allonger sa durée de vie, pouvoir le réparer dans des cas de troubles mentaux. Et puis essayer éventuellement aussi d'améliorer les capacités cognitives. Bon, après, il y a beaucoup de fantasmes autour de ces technologies aussi, hein, mais c'est vrai que c'est un petit peu la vision futuriste de ces produits, quoi. Bon, alors Eric, tout à l'heure, on va reparler de votre présence au sein de votre société et la valeur ajoutée que vous représentez vous-même, Eric Chany, au sein de la société. On va parler également de l'aspect financier de cette société. Auparavant, là, je vais me tourner vers celui qui, à l'âge de 50 ans, vous avez attendu l'âge de 50 ans pour créer votre boîte, Eric. Ça n'a pas été long pour quelqu'un qui avait envie de le faire depuis belle lurette. Ouais, c'est vrai que ça peut paraître long, mais je crois que ça a été un cheminement en fait, et j'ai pu explorer en fait tout type de structure. On a parlé de la start-up au début, une société moyenne, après d'une multinationale, après une fondation, et puis je crois qu'une fois qu'on a fait un petit peu le tour des différentes structures, eh ben
on se rend compte que ce qui plaît le plus, ou en tout cas là où on est le mieux, c'est effectivement dans la création d'activités, dans l'entrepreneuriat. Et donc, ça a été un petit peu le déclic. Mais bon, aujourd'hui, à 50 ans, on est encore extrêmement jeune, non? Bien sûr. Alors donc, on revient avec le gamin de 50 ans qui crée sa société, avec l'aspect administratif de la création d'une société en Suisse, à Genève. C'est un aspect vachement important parce que pour les jeunes qui nous regardent, qui réfléchissent à l'éventualité de créer une société et qui s'interrogent sur le fait d'aller la créer à l'étranger, il est important qu'ils aient de nombreux points de comparaison sur les pays qui nous entourent, plus ou moins lointains, mais en tout cas qui nous entourent. Et c'est vrai que créer une société à Genève, parmi les entrepreneurs français à l'étranger avec lesquels on s'entretient depuis quelques années, on n'en a pas eu beaucoup. Alors racontez-moi comment ça se passe. Est-ce que c'est difficile de créer une société à Genève? Elle était un peu longue ma question, Eric, ça ne se reproduira plus. Non, je pense que ça n'a pas été extrêmement difficile. Bon, je crois que d'une manière générale, et en France, c'est également le cas depuis quelques années. Je crois qu'il y a eu une volonté de l'administration et puis des autorités pour simplifier en fait ce process de création, hein, que ce soit au niveau de l'enregistrement, au registre du commerce, que ce soit au niveau des enregistrements bancaires, etc. Donc, je crois que ça a été relativement simple. Bon, nous, l'avantage que l'on a, et ça c'est particulier à Genève et probablement aussi à notre, je dirais, statut de spin-off du Vice Center, c'est qu'on a immédiatement accès à des locaux en fait qui soient à la fois fonctionnels, performants, avec des installations et des structures de laboratoire. Donc, mais ça peut être tout à fait le cas aujourd'hui avec une station F à Paris qui sont ciblées vers des startups avec des espaces communs. Donc, je pense que dans la majorité des pays aujourd'hui, tous ces incubateurs, ces accélérateurs permettent quand même de faciliter l'accès, je dirais, à ces locaux, à ces équipements techniques et scientifiques. Donc, pas de difficultés particulières. Je dirais, bon, la Suisse est quand même relativement pointilleuse en fait sur un certain nombre de papiers, notamment la domiciliation des personnes. Et il faut dire que bon, sur les 3 associés, je suis cofondateur et président en fait, du conseil d'administration d'Epios, donc je suis français. Mon associé Maxime Beau, qui est médecin à Berne, en fait, lui est suisse. Et le troisième, Georgios Kouvas, est grec. Donc, on voit aussi dans la structure de la société, même sur les 3 cofondateurs, cette diversité qui est intéressante. Donc, il faut aussi gérer avec les cultures des uns et des autres par rapport à une telle création. On va en reparler justement de cette multiculturalité, de cette diversité. Auparavant, une petite question avec une réponse rapide. Eric, est-ce que vous vous souvenez ce que ça vous a coûté, combien vous et vos associés ont investi au moment de la création de la société? Oui, alors une SA en Suisse, hein, il faut apporter 100 000 francs, donc aux environs de 100 000 euros aujourd'hui hein, en capital social. Et donc ça, c'est la partie capital social. Et ensuite, la création elle-même de la société avec les frais de notaire, les frais légaux, on est aux environs de 10 000 francs. 3 associés de 3 nationalités différentes. Là, on est au cœur de ce que vous appelez la multiculturalité de Genève. Ma question est la suivante, Eric. Est-ce que c'est Genève, est-ce que c'est la Suisse qui a accéléré la création de sociétés pour Eric Chany, ou est-ce que cette société, vous l'auriez créée ailleurs qu'en Suisse? Est-ce que la Suisse a été véritablement, je dirais, un moteur, un détonateur dans la création de votre boîte? Oui, non, ça c'est certain. Je crois que cette société, bon, de part aussi le produit que l'on envisage de développer, la Suisse, effectivement, a accéléré cette création. Et plus que la Suisse, en fait, le Vice Center a permis, en fait, cette création. Parce que le produit que l'on souhaite maintenant amener aux patients et développer a été initié au sein de cette structure. Et donc,
on voit là, et encore plus, je dirais, en neurotechnologie, l'importance de ce type de fondation qui fait un petit peu le pas entre le monde académique, donc les universitaires qui vont explorer de nouveaux domaines, et le monde industriel. Et là, il y a souvent, dans l'industrie de la médicale, on appelle ça la vallée de la mort. Donc, on a souvent des beaux concepts académiques et qui vont complètement s'évaporer, ne jamais atteindre le patient, en quelque sorte. Et donc, ce type de structure-là, c'est comment éviter un concept innovant, en fait, de tomber dans cette vallée de la mort et comment accélérer, en fait, le transfert de l'idée au marché. Et je crois que en Suisse, et bon, notamment aussi avec le Vicenter, c'est vraiment cette mission première. Et donc, on voit bien le rôle de ce type de fondation dans la création de valeur et la création de sociétés, quoi. Et le fait d'être trois associés de nationalités différentes, est-ce que chacun apporte un petit peu de sa culture et est-ce que ce morceau de culture de chacun d'entre vous fait réellement partie de la vie quotidienne de la société? Est-ce que vous avez des différences de culture qui finalement, au bout du compte, sont une force pour vous trois? Alors, on en a très certainement. Bon, on est tous entre 40 et 50 ans, donc il n'y a pas de, il Que y a des pas de, mômes, il y a pas que des mômes. que des mots. Il y a pas. Donc là-dessus, on est à peu près cohérent, mais c'est vrai qu'il y a une différence de culture qui est enrichissante, bon, au niveau des nationalités, et puis au niveau aussi des compétences, puisque là, on fait le grand écart entre la partie médicale et la partie technologique. Et je crois qu'au-delà au-delà de l'origine ou de la nationalité, la diversité qui ici est importante, c'est la partie compétence et la partie ouverture aussi vers les marchés. Bon, chacun aussi a son réseau bien distinct et relativement complet. Donc, c'est vrai que tout ça fait que le montage en fait de la société se passe bien parce qu'on a chacun des domaines d'intervention qui sont extrêmement bien délimités quelque part. Alors justement, tout à l'heure, vous me disiez, Eric, que vous vous éclatiez dans l'entrepreneuriat, donc dans le fait de faire différentes choses. Aujourd'hui, vous estimez que la valeur ajoutée d'Eric Chany au cœur de cette société, au milieu de ces trois associés, quelle est sa principale valeur ajoutée, en gros, sur quoi vous passez le plus de temps? En fait, la question, c'est ça. Absolument. Donc, bon, aujourd'hui, moi, mon rôle principal, c'est effectivement le financement de la société, c'est-à-dire comment identifier en fait des capitaux risqueurs pour lever les fonds nécessaires en fait à la poursuite du développement. Parce que bon, un dispositif médical, ça coûte énormément au niveau recherche et développement et au niveau études cliniques. Donc aujourd'hui, on recherche environ 15 millions en série A. Donc ça, c'est notre recherche et notre levée de fonds prochaine. Donc ça, c'est un aspect. Et le deuxième aspect, il est vraiment autour je dirais, l'étude de marché, donc discuter avec des leaders d'opinion, donc des neurologistes dans différents pays, pour arriver à les convaincre en fait de participer à notre étude clinique prochaine. Et donc, vraiment arriver à bien définir en fait les centres avec lesquels on va travailler et donc, je dirais, identifier de mieux en mieux à la fois le marché et à la fois le chemin pour le remboursement. Puisque dans ces produits de santé, en fait, s'il n'y a pas de remboursement, il n'y a pas de revenus. Et donc, c'est vrai qu'en parallèle du développement, en parallèle de l'étude clinique, il faut le plus tôt possible approcher les autorités de santé pour voir quel va être le chemin, en fait, et quelles sont les preuves pour obtenir un remboursement de ce produit-là. Donc, c'est essentiellement voilà, du financement, essentiellement ce qu'on appelle de l'accès au marché et quel va être le processus, en fait, de remboursement. Et comme on est immédiatement en fait sur un déploiement mondial, en fait, notre étude clinique se fera à la fois en Europe et à la fois aux États-Unis. Et dans ces domaines-là, bon, généralement, on cible 4 grands pays, donc les États-Unis,
Allemagne, France, Angleterre, et bien sûr, on sera aussi présent en Suisse pour l'étude clinique, puisque notre médecin référent, si vous voulez, est Maxime, donc à Berne. La levée de fonds, par exemple, est-ce qu'elle est très différente en Suisse ou que dans un autre pays? Alors, elle va pas être très différente. Donc, aujourd'hui, je dirais le petit bémol à la Suisse, c'est que la Confédération, en fait, ne fait plus partie, en fait, des pays associés par rapport à la Commission européenne et par rapport à un certain nombre, en fait, de financements européens. Et c'est vrai qu'il y a un modèle de financement, en fait, qui avait été initié par la Commission européenne, en fait, dédiée aux startups, qui est, à mon sens, un outil extrêmement puissant, en fait, pour les startups technologiques. Et donc, aujourd'hui, une société suisse n'a pas accès à ce type de financement public-privé. Et donc, là, aujourd'hui, on est sur du capital risque principalement. Et je dirais, ça va être relativement similaire à ce qui peut se faire en France, puisqu'aujourd'hui, les fonds dédiés à ces technologies médicales ou à la neurotechnologie vont essentiellement être aux États-Unis ou vont être en Europe, mais peu importe, en fait, je dirais, la provenance et le pays de création de la société à ce stade-là, ça ne joue pas nécessairement un rôle, hein, je dirais. C'est curieux parce que c'est vrai que depuis quelques années, hein, depuis l'apparition du Covid, on parle énormément dans le monde entier de médecine, mais c'est vrai que quand on parle de médecine, on parle rarement d'argent. C'est difficile de faire le mariage entre la médecine et l'argent. Pourtant, vous avez créé votre entreprise, vous, pour faire un business, mais avec une notion de service qui est la médecine, quoi. La difficulté, en fait, que je vois dans ces modèles économiques, en fait, dès qu'on parle de santé, c'est effectivement tous ces problématiques, en fait, de remboursement, en fait, parce que il n'y a pas qu'un seul client dans les dispositifs médicaux. Il y a le patient, il y a le médecin qui prescrit, et il y a la sécurité sociale en France ou les différents payeurs aux États-Unis qui vont payer pour ce produit-là en échange d'un retour quelque part sur l'investissement. Donc on n'a pas un seul client à convaincre, on en a trois, sans compter parfois la famille, puisqu'il faut aussi convaincre la famille éventuellement dans certaines maladies, quoi. Donc voilà, il faut avoir une solution qui soit vraiment complètement exhaustive sur l'ensemble de ces domaines-là et convaincre en fait un large panel de clients quelque part. Eric, votre société, elle est encore très récente. Quelles sont les ambitions que vous avez pour elle? Et après, je vous parlerai des ambitions que vous avez pour vous au travers de votre société. Mais d'abord, les ambitions financières, pécuniaires, de réussite pour votre société. Donc la société, on l'a créée, hein, comme je l'ai dit, en juillet 2021. Donc, et aujourd'hui, dans les 6 prochains mois, donc on compte boucler cette levée de fonds. Et cette levée de fonds nous permettra en fait de terminer le développement du produit et d'exécuter l'étude clinique. Et pour une mise sur le marché, en tout cas une certification en fait en 2024. Donc on voit qu'on a encore 2 ans et demi de développement et d'études cliniques, hein. Donc ça, c'est la particularité, je dirais, des dispositifs médicaux. Et donc, on ne générera des ventes que, je dirais, fin 2024, début 2025. Et donc, l'ambition, c'est effectivement, à partir du moment où le dispositif est certifié, de pouvoir servir en fait un grand nombre de patients qui souffrent de troubles cérébraux. Et donc, on commence par l'épilepsie. Et un petit peu notre fierté, ce sera quand effectivement ce dispositif-là permettra de raccourcir en fait et d'améliorer le nombre de crises chez un patient épileptique ou même bien sûr les faire disparaître dans le futur. Mais l'ambition après à long terme, c'est vraiment participer un petit peu à cette révolution dans les neurotechnologies et être capable à travers ces systèmes-là
d'adresser en fait, je dirais, la plupart des troubles cérébraux. Et donc, on sait tous que dans 20 ans, dans 30 ans, tout le monde aura 80, 90, 100 ans, et ça sera le premier organe qu'il faudra soigner. Et je pense qu'on est dans cette je dirais, approche-là de contribuer en fait à trouver des solutions pour le vieillissement et puis les maladies liées au cerveau. Dernière question, Eric, est-ce que vous n'avez pas peur que d'ici 2024, où arriveront les premiers bénéfices, les premières réalisations réelles financières de votre société, est-ce que vous n'avez pas peur par moment de trouver le temps long d'ici 2024? Alors, il faut être extrêmement patient en technologie médicale, hein, et encore plus en neurotechnologie. Hein. Si on regarde un petit peu l'historique de ces dispositifs, la plupart des grands dispositifs implantés, hein, que ce soit les implants cochléaires, donc pour restaurer l'ouïe, que ce soit les électrodes profondes pour la maladie de Parkinson, les temps de développement ont toujours été entre 10 et 15 ans. Donc aujourd'hui, grâce, je dirais, à l'apport, en fait, bon, il y a toujours une accélération liée aux nouvelles technologies. Je pense que là, on arrive à compresser un petit peu ces temps de développement, mais c'est vrai qu'on est toujours entre 8 et 10 ans pour mettre sur le marché un tel dispositif. Et on voit bien aussi Elon Musk avec Neuralink. Bon, il a commencé en 2015, on est déjà en 2022, il annonce ses premiers essais sur l'homme l'an prochain. Donc, même avec un financement à hauteur de 400-500 millions sur sa problématique particulière, eh ben, on est dans ce temps incompressible parce qu'effectivement, il faut développer, il faut tester sur l'animal dans certains cas. Ensuite, il faut faire les études cliniques sur l'homme. Il faut regarder les effets secondaires à la suite des essais cliniques. Et donc, tout ça, ben, ça prend un certain temps. Et donc, il faut être extrêmement motivé et extrêmement patient. Mais je crois que voilà, ça fait partie de cette industrie-là. En tout cas, vous avez l'air de l'être. C'est marrant que vous nous parliez à deux reprises, vous nous avez parlé de Elon Musk, parce que le French Boss qui vous a précédé sur French Morning est un ancien employé de Tesla et un homme qui a travaillé au quotidien avec Elon Musk, le patron de Tesla. Voilà, donc c'est une manière de boucler la boucle et c'est une manière de voir que finalement, les entrepreneurs, quels qu'ils soient, quel que soit le pays dans lequel ils se trouvent, finalement, ils ont quelques figures de proue, quelques références auxquelles ils sont attachés et qu'ils considèrent comme des modèles. Merci Eric Chany, c'était passionnant. Merci beaucoup Eric, et à très bientôt. Merci et bonne continuation pour votre société, Eric. Merci.